Dénoncer les inciviques et ceux qui détruisent notre réseau d'adduction d'eau potable et payer nos factures d'eau, c'est un devoir civique. L'eau, c'est la vie. Et la Régie des eaux se casse depuis plusieurs années pour accomplir sa mission régalienne d'assurer la desserte en eau potable à la population du Kasaï oriental. Elle tente de rendre disponible l'eau salubre en quantité suffisante pour ainsi favoriser l'hygiène essentielle pour prévenir les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et de nombreuses maladies tropicales négligées. Voilà le rôle que joue la Régie des eaux. Elle produit et distribue l'eau potable avec un encadrement d'une réglementation stricte qui impose des normes définissant la qualité exigible de l'eau destinée à la consommation humaine. Après de moments difficiles où les Est-Kassaïens ont fait face pendant plusieurs décennies au phénomène bidon jaune, période où les femmes et les jeunes filles ont été violées parce qu'à la recherche de cette denrée à la rivière Lubilangi, d'autres tués parce que sortis tard la nuit à la recherche de l'eau. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de soulager la misère et la souffrance de plusieurs ménagères de la ville de Mbujimaï à travers des projets avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD et la banque allemande KfW. Dans ces magazines, nous vous proposons l'évaluation des travaux effectués jusque-là pour les comptes de la Régie des eaux par ses différents partenaires avec les directeurs régionaux Didier Claude Mboudi Lelo. Nous sommes en plein projet financé par la Banque africaine de développement pour le lot 1 avec comme maître d'ouvrage les ministères national du développement rural et avec comme représentant du maître d'ouvrage prise et avec comme entreprise Panchina et avec comme mission de contrôle EGI Afrique. Cette étape-là, l'eau 1 est pratiquement finie. On avait fait la réception provisoire globale le 29 décembre 2023. On devait faire la réception définitive le 29 décembre 2024. Mais dans le développement, vous allez comprendre pourquoi on n'a pas pu le faire. Seulement parce qu'il y a des tâches à faire qui attendent la fin du lot 2. Et le lot 2, c'est financé par KfW, la Banque allemande de développement, avec comme maître d'ouvrage le ministère national des ressources hydrauliques et électricité, et comme représentant du maître d'ouvrage la Régie des eaux ESA, et comme entreprise Polytiangda, l'ex-CGCD, et avec comme mission de contrôle VC Afrique. Alors, où est-ce qu'on en est? Pour le lot 1, comme je l'ai dit, c'est fini. Il reste à ce qu'on mette en marche les groupes motopompes de la zone haute, destinés à alimenter la zone haute, c'est-à-dire Bipemba, où il y a 2 réservoirs là-bas, le Maréchal. Alors, pour le lot 2, justement, nous sommes globalement autour de 90%, donc il ne reste que 10%. Et là aussi, la date contractuelle devait, où les travaux devaient finir, où on devait faire la réception provisoire globale, c'est le 30 novembre 2024. Et vous voyez que nous sommes le 13 décembre, on n'a pas pu le faire. Et pourquoi? Eh bien, les chantiers dans cette contrée ont été mis à mal par l'accessibilité du lieu. C'est-à-dire que nos partenaires importent leur matériel. Comme ce sont des sociétés chinoises, beaucoup de matériel viennent de Chine. Il y a aussi des matériels qui viennent de l'Europe. Et leur port d'attache, c'est Dar es Salaam. Quand ces effets arrivent à Dar es Salaam, il faudrait les conduire à notre poste frontalier de Kasumbalesa ou de Sakania. Et à partir de là, il faut les amener à Lubumbashi
Dès qu'ils arrivent à Lubumbashi, c'est la SNCC qui prend la charge pour les amener jusqu'à Monolito. Et là, c'est vraiment difficile, on a connu beaucoup de problèmes. Nous avons eu des conteneurs qui ont passé une année sur le timing. Qu'à cela ne tienne, nous avons été secourus, surtout pour le lot 1, avec la présidence de la République, qui nous a envoyé des conseillers, qui nous ont encadrés, qui sont partis voir les amis de Lubumbashi pour que ces matériels arrivent. Alors pour le cas d'espèce, on attendait 18 derniers conteneurs qui étaient en train de venir de Dar es Salaam. Et ces 18 conteneurs ont connu des problèmes parce que chemin faisant, le propriétaire de l'entreprise de transport est décédé et l'équipage s'est arrêté. Les chauffeurs, les accompagnateurs et tout, ils ont pratiquement abandonné les conteneurs sur la route. Et il a fallu que notre partenaire, Polytangda, se déplace par le directeur de chantier, donc le numéro 1 de Polytangda à Mbujimayi, se déplacer là-bas pour aller trouver des solutions. Et il en a trouvé parce qu'il a pu mobiliser tous les moyens pour remettre les équipages, pour payer les transporteurs, et une fois de plus, prendre toutes les charges qui devaient être faites et les acheminer à Sakani. À Sakani là-bas, les procédures de dédouanement sont en cours. Maintenant, là, nous avons déjà un lot qui est déjà sur le rail. Je crois que ça doit être 7 conteneurs qui sont en train de venir jusqu'à Mweneditu. De toutes les façons, les 18 conteneurs devraient être en Mbujimayi au plus tard le 10 janvier. De ce fait-là, nous avons tenu une réunion, une dernière réunion avec les partenaires. Et nous avons sollicité et obtenu un avenant sur la date. Donc nous avons ajouté 6 mois aux partenaires. Donc au lieu du 30 novembre, c'est maintenant le 30 avril qu'on entend terminer les travaux. Ces travaux-là, c'est spécialement la pose de la conduite d'N 500 en fond ductile, dont la pose a commencé à Maréchal, donc à Bipemba. Maintenant là, nous sommes déjà vers, bientôt on va atteindre l'avenue Kalonji pour la traverser. On va passer par la petite avenue des écoles pour rejoindre Odia David. Odia David, on va remonter jusqu'au niveau de l'avenue du commerce et remonter jusqu'à SP2 où nous sommes. Alors, monsieur le directeur, à ce niveau, qu'est-ce qui est déjà fait concrètement? Pour le lot 2, je crois que vous avez fait le premier site, le deuxième et le troisième. Donc vous avez été à Lukelinga SP1 et là vous avez vu que l'aménagement de toute la parcelle est fini, la pose des transformateurs c'est fini, la pose des antibéliers c'est fini. On venait de poser les 5 nouveaux groupes motopompes qui vont capter l'eau à partir du bassin capteur que vous avez vu à Lukelinga. Même la digue a été vraiment aménagée, vous avez vu ça quand vous avez visité. Et nous avons déjà connecté le collecteur de refoulement des 5 groupes motopompes à la DEN 1000 Lukelinga. En tout cas, les choses avancent. Il n'y a plus grand chose à faire, c'est des petites finitions. Alors, pour le deuxième site, c'est Chilomba. Vous avez été là-bas, le château est pratiquement fini. Vous avez vu la belle peinture de finition. Diulumena a un ouvrage qui surplombe la ville. Donc à partir de là, c'est déjà fini. Et nous avons mis de l'eau là-bas, le dernier test, après avoir mis la couche d'hypoxie alimentaire. Donc en fait, la dernière couche pour l'étanchéité à l'intérieur, nous l'avons remplie il y a, je pense, 2 jours. Et donc maintenant, il y a de l'eau qui est là-bas, prête à être distribuée dans les bonnes fontaines. Il reste seulement que la conduite qui va prendre l'eau à partir de SP2, Bakwara Panga, et l'amène là-bas. Il reste environ 2 km à poser. Donc à partir de l'avenue qui descend par Kalonji pour passer, tel que je l'ai décrit tantôt. Alors pour l'alimentation de Zazirep, vous avez vu que vous avez visité au moins un, donc le réservoir de Biba à Chikila, vers Saint-Firmin.
c'est déjà branché. Nous avons déjà connecté aussi le poste MIBA pour le lot 2. Bientôt, là, nous allons commencer à déployer du personnel au niveau de Bonnefontaine pour commencer la réception de Bonnefontaine dans la zone d'influence de Chilomba et la zone d'influence de Maréchal. Voilà, en fait, ce qui reste, ce n'est pas trop, surtout de 10%. Nous avons pris un peu de retard pour terminer la pose de conduite, mais les Bonnefontaines ont continué à être déployées. Ne vous en faites pas, pour le lot 2, on n'a pas encore mis les dispositifs d'épuisage. Il n'y a pas encore de robinet. On a laissé ça parce que dès lors qu'on fait la réception, il faudrait qu'un fontainier soit là pour commencer déjà à faire son travail. Donc bientôt là, on va se déployer. Début janvier, nous allons commencer à réceptionner les Bonnefontaines. Quand nous réceptionnons les Bonnefontaines, c'est dire qu'on met déjà en service ces Bonnefontaines avec du personnel. Nous avons lancé dernièrement un avis de recrutement parce que nous voulons que nous voulons Bonnefontaine, qu'on ait des jeunes diplômés qu'on va former. On va s'assurer de leur intégrité morale, de leur honnêteté, de leur qualité pour qu'ils ne trempent pas dans la malfaisation. À ce jour ici, j'ai déjà 142 candidats. J'ai reçu des lettres pour 142 candidats. J'attends encore parce que les Bonnefontaines, c'est autour de 272. Donc je lance encore à cette occasion un appel aux jeunes gens qui veulent bien devenir fontainiers, qui nous posent leurs problèmes. On va les sélectionner, on va organiser un test avec l'INPP. Donc on va sélectionner ces jeunes gens. On va retenir ce qu'on pourrait retenir pour que ça coïncide avec la réception partielle de ces Bonnefontaines et donc la mise en service de ces Bonnefontaines. Monsieur le directeur régional, parlez-nous un peu de difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette année qui est en train de s'achever. Bon, d'abord, au lieu de parler d'abord des difficultés, je dis d'abord que c'est une année où nous avons quand même eu quelque chose de très bien, c'est-à-dire l'avènement du courant hydroélectrique de Toubitoubidi. Eh bien, l'avènement là nous a aidé à améliorer nos services. Parce qu'à partir du 1er avril 2024, nos installations ont été connectées à ce courant-là à travers notre partenaire, la SNEL. Et en tout cas, ça a amélioré notre niveau de service. On avait avant environ 5 heures de fonctionnement par jour. Maintenant, là, il y a des mois où on atteint 10 heures par jour. Actuellement, nous sommes autour de 8 heures par jour avec les pluies parce que ça baisse un peu. Mais globalement, ça a augmenté notre taux de service. Et donc, c'est quand même quelque chose de bien. Il faut féliciter les autorités du pays qui ont tout fait pour que ces courants de Toubitoubidi arrivent à Mbuji-Mayi. Malgré qu'on a encore que 810 kW sur tous les besoins, mais ça a quand même changé. Voilà pourquoi, si vous vous rappelez des anciennes interventions, on ne cessait jamais de parler de l'énergie. Oui. L'énergie est très importante dans notre processus. S'il n'y a pas d'énergie, c'est compliqué. Voilà, on avait tout le temps des groupes électrogènes, du carburant, parfois il n'y en a pas. Et donc il n'y avait pas moyen de faire plus de 5 heures par jour. Mais avec l'hydroélectricité, malgré que c'est encore 810 kW comme je l'ai dit, on peut aller même jusqu'à 10 heures, jusqu'à 12 heures. Donc vraiment c'est un plus dans la vie quotidienne d'Mbuji-Mayi. Je prends un exemple. La zone basse, donc la zone qui dépend de la station de Bakwakapa, donc des châteaux d'eau que vous voyez derrière moi. On appelle ça zone d'influence de Bakwakapa. Eh bien, il y a des jours où nous ouvrons la desserte à 3h30. Eh bien, c'est jusqu'à 18h. Donc, en fait, vraiment, c'est quand vous allez dans ces agences-là, l'agence de Dibindi, centre, Dibindi séminaire, Mouya Nouvelle-Ville, une bonne partie de Mouya siège ici, eh bien, l'eau est là. L'eau est là. La zone moyenne, tous les jours, c'est 3 heures. Pourquoi 3 heures seulement? Parce que c'est la zone où il y a encore la vétusté des conduites. C'est la zone qui est plus corrodée. Parce que les anciennes conduites sont en acier. Ça fait beaucoup de temps. Donc, on donne 3 heures. Mais il n'y a plus de plaintes. Donc, les 3 heures-là suffisent à calmer la population. Dans la zone haute, nous allons jusqu'à 7 heures. Et même ces 7 heures-là, c'est vraiment intéressant. Malgré que ce n'est pas encore 7 heures par jour partout. Nous avons encore notre horaire là.
pour la zone haute. Donc lundi c'est Dioulou, mardi c'est Bipemba, mercredi c'est Esnel, jeudi c'est Kanchi. Donc nous avons encore cet horaire là pour la zone haute. Mais il y a des jours où quand nous voyons la pression monter, eh bien on ouvre d'autres voies. Ça dépend maintenant de la consommation. Mais vraiment je voudrais insister sur cet aspect positif qu'a amené l'électricité d'origine hydroélectrique. Voilà, alors les difficultés. On a toujours des problèmes avec certains abonnés ou une frange de la population qui ne respectent pas les installations publiques. Nous sommes une entreprise publique. Il n'y a aucun agent de la régie des eaux qui peut dire que l'usine lui appartient ou les réseaux lui appartiennent. Non, ça appartient à l'État congolais. Et l'État congolais, c'est pour les intérêts de la population. Donc ça appartient à la population de Mbuji-Mayi. Alors, on a souvent mal au cœur quand on apprend qu'on a perforé une conduite, qu'on a détruit une bonne fontaine, qu'on a détruit. Vraiment, c'est pas bien. Ça recule la volonté des autorités du pays qui veulent faire changer la donne à Mbuji-Mayi. Et donc, par moment, on a ça. Nous avons aussi beaucoup de difficultés avec nos partenaires qui sont aussi dans le développement de la ville, surtout dans les chantiers des routes. Par moment, il y a des fuites, on fauche nos conduites. Il y a même des endroits où parfois on nous accuse que non, c'est à cause de nous. Mais, chers amis, la régie des eaux dans ces coins date de à peu près 1964. Et nous avons posé notre réseau depuis des années. Il n'y a aucun tuyau de la régie des eaux qui peut être posé sous une maison déjà construite. Ce n'est pas possible. Quand la maison est construite, il faut trouver ailleurs où faire passer la conduite. Quand une route est construite, on ne peut pas poser une conduite sous la route. C'est impensable. Ça voudrait dire que les cas où une maison est fauchée par une conduite, c'est la maison qui a trouvé la conduite. Si une route est fauchée par une conduite et la fuite d'eau, c'est la route qui a trouvé la conduite. Et donc, dans les normes que nous faisons, quand c'est quelqu'un qui vient après, il doit faire les sondages. Dès qu'il trouve qu'il y a une conduite là-bas, il vient nous voir. Nous avons deux propositions. Soit qu'il finance les déplacements de la conduite, soit qu'il dit non, 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 moi je ne veux plus construire là où il y a déjà la conduite, je vais construire ailleurs. Parce qu'une conduite qui est posée, il y a une servitude. Donc on ne peut plus construire sur la conduite. Parce que les jours que ça pète, la première victime, c'est vous-même qui avez construit une maison sur la conduite. Donc c'est quand même une difficulté, mais je profite de cette tribune pour expliquer cette chose-là. Que la régie ne peut pas venir poser une conduite sous une maison déjà construite. La régie ne peut pas venir poser une conduite sous une route déjà construite. Tout cela, c'est au moment où nous travaillons qu'on a besoin de la route, on a besoin d'une infrastructure immobilière quelque part. Là, on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on bouge l'infrastructure ou bien on déplace la conduite? Dès que nous définissons ça, et le projet prend en charge le frais, et puis nous déplaçons de quelques mètres et on connaît le travail, tout le monde sait tout, parce que tout ce que nous faisons, c'est important. La route est importante, la desserte en eau potable est importante, la pose de fibres optiques, c'est important, la pose des câbles d'électricité, c'est important. Donc, ça ne sert à rien de commencer à centraliser. Plutôt, nous d'ailleurs, dans le cas de l'O2, nous avons ce que nous appelons comité de gestion des conflits. C'est un comité qui se réunit tous les 3 mois, où nous invitons la société civile, les représentants de la mairie, les représentants des ministères concernés, toutes les entreprises qui sont en train de faire les travaux ici, les missions de contrôle, les entreprises qui sont liées à nous. Nous balayons toutes les questions pour anticiper et pour dialoguer avant de faucher un ouvrage fait par d'autres. Et cet ouvrage est aussi important pour la population. En fait, les ASIREP, c'est un opérateur comme nous. Par le biais de la nouvelle loi de l'eau qui a libéralisé notre secteur, eh bien, nous ne sommes plus seuls opérateurs dans ces domaines-là. La région est là, elle est connue depuis. Mais vous savez que, en prenant l'exemple de Mbuji-Mayi,
nous sommes restés très longtemps sans nouveau financement. Et donc nos services étaient en berne. De ce fait, on ne pouvait pas laisser la population sans eau. Hein? Ils ont trouvé d'autres opportunités pour avoir de l'eau, notamment les ASREP. ASREP, c'est quoi? C'est l'association des usagers des réseaux d'eau potable. Il y en a qui font eux-mêmes, d'autres sont financés par d'autres partenaires. C'est toujours pour trouver la solution à la population. Alors, maintenant, dans notre projet, nous avons pensé que nous allons augmenter notre capacité de desserte. Déjà, si nous produisions autour de 5000 m3 par jour, maintenant nous pouvons produire 10 000, 12 000. Au finish, le projet est capable de mobiliser 48 000 m3 par jour. Et donc c'est un gros investissement. Alors, avec ça, notre capacité de stockage va passer de 1600 m3 à 8129 m3. Tous les ouvrages que vous avez vus là, les châteaux que vous voyez derrière moi, les châteaux que vous avez vus à Chilomba et le réservoir que vous avez vu à Maréchal, quand vous sommez les tout, vous avez 8129 m3 et toujours en hauteur. Donc nous serons capables de faire une desserte gravitaire sur toute la ville. C'est un plus. Alors maintenant, si nous laissons les amis des ASIREP là, avec leur forage, avec leurs installations, dont la régie des eaux est gestionnaire des types d'ouvrages depuis 1939. Donc, sans fausse modestie, l'expérience est la régie des eaux. Et nous savons qu'il y a des problèmes courants dans la gestion de ces petites entités. Alors, nous, comme nous aurons une grande capacité, le projet a pensé faire de l'offre à ces ASIREP. Nous avons donc posé une conduite qui quitte ici jusqu'à la ASIREP d'Oubilange, réseau 1. Donc on dépasse tout Nyongolo jusqu'au fond là-bas. Nous avons posé des conduites jusqu'à Nyongolo, hein, Liba Nyongolo. Donc la conduite est là, c'est branché, le réseau est branché. Et d'autres ASIREP, tels que FOMI, tels que Postemiba, tels que ce que vous avez vu à Saint-Firmin, oui, et d'autres ASIREP au niveau des BIPEL. En fait, c'est quoi? Nous mettons notre offre. Il y a 2 chambres là-bas. S'ils sont dans les besoins, ils viennent nous voir, nous ouvrons là-bas, il y a les compteurs là-bas, l'eau passe chez eux et eux, ils vendent. Donc, c'est un partenariat. Hein? Nous leur offrons le produit et eux, ils vendent à leurs clients. N'est-ce pas? Et nous, ce que nous offrons là, ce n'est pas gratuit. On s'entend sur un tarif, tel que nous l'avons fait pour la ASIREP numéro 1, et puis nous signons la convention, nous payent et eux, ils vendent à leurs clients. Donc en fait, l'objectif, c'est pour permettre à toute la population de Boujouya de bénéficier de cette hausse de capacité à la régie des eaux, au lieu de laisser certains quartiers sans solution. Parce qu'en fait, il y a des quartiers où vous avez un petit réservoir de 1 m3. Bon, 1 m3, c'est juste pour la fontaine. Et ceux qui veulent avoir de l'eau à la maison, comment ils font? Alors que nous avons 8129 mètres. Donc, mais on ne force personne. Nous venons avec la conduite, nous mettons là-bas. Si vous voulez, vous venez chez nous, nous signons et puis on vous donne de l'eau. Voilà en fait cette relation d'affaires, hein, qu'on essaye d'entamer avec les ASIREP. Vous avez vu tout ce qui est fait. Ce n'est pas gratuit, c'est de l'argent qu'on met là. En matière de projet, il faudrait calculer après combien d'années on peut résorber, parce qu'il y aura ce qu'on appelle les immobilisations et les valeurs de ces immobilisations. Dans nos comptabilités, ça va devenir une charge et il faut amortir cette charge au bout d'un certain nombre d'années. Alors pour que ça se passe bien, il faut d'abord qu'on réussisse à vendre beaucoup d'eau pour créer le produit qui va compenser les charges. Ça c'est pour ceux qui ont pris le budget, c'est en matière budgétaire. Donc vous avez les produits, vous avez les charges, il faudrait que les charges soient inférieures aux produits pour que l'entité soit rentable.
Quand l'entité est rentable, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'amortir sous quelques années l'investissement qui a été posé. Mais il y a ce qu'on appelle la trésorerie. Donc, la trésorerie, on entre maintenant dans les recouvrements. Donc, pour qu'on ait de l'argent pour prendre en charge tout ce que nous faisons, il faudrait que les abonnés qui bénéficient de nos services payent régulièrement. Ces charges, c'est quoi? C'est d'abord la maintenance des équipes. Ce n'est pas parce que vous avez vu que les groupes motopompes neufs qu'il ne peut pas poser problème. Non. Même un équipement neuf exige la maintenance. Et pour faire la maintenance, il y a d'abord l'homme, il y a aussi les rechanges. Il y a des choses qu'il faut renouveler régulièrement pour que la machine soit maintenue en service. Il y a l'énergie. L'énergie là qui fait tourner le groupe. Mais elle est payante, elle n'est pas gratuite. Il faut payer. Il y a le personnel qui travaille. Personne ne vient chaque matin se faire pointer ici présent si à la fin du mois il n'attend pas quelque chose, son salaire. Il n'attend pas si jamais il est malade qu'on le soigne. Si son épouse est malade, qu'on la soigne. Si son enfant est malade, qu'on le soigne. Tout ça, c'est des charges qu'on appelle les charges du personnel. Mais il y a aussi les obligations de l'État. Il y a les redevances, les taxes qu'on doit payer quand vous avez une parcelle comme ça. Mais on vient mesurer la redevance qui va avec. Quand vous avez un certificat d'enregistrement, il y a la redevance sur les concessions ordinaires. Donc tout ça, c'est des taxes qui viennent, que nous payons à l'État. Et donc, pour trouver cet argent pour payer, et j'ai oublié quelque chose, les produits chimiques. Parce que nous utilisons les petits chlores ici pour clarifier l'eau. Ce n'est pas gratuit, on paye. On achète ces produits chimiques. Tout ça, ça fait que le service que nous rendons à travers la goutte d'eau qui sort au robinet doit être payé par l'abonné. Qu'il paye sa facture régulièrement. On ne lui demande pas de payer au-delà. C'est en raison de sa facture. Je suis heureux qu'à ce jour, j'ai 91% de mes abonnés qui ont des compteurs. 91%. Ce n'est pas trouvable par-ci par-là. Nous avons 91% de nos abonnés en service ont des compteurs. 3100 quelques ont des compteurs. Il n'y a que 303 qui n'ont pas d'accord de compteurs. Et il y a moyen qu'on les retrouve parce que nous sommes en train d'acquérir aussi des compteurs. Donc en fait, c'est un service dont on peut prouver que vous l'avez eu par les compteurs. Et donc, venez payer. Quand vous avez votre facture pour les abonnés qui sont dans ce système-là, venez payer. Et pour ceux qui sont au niveau de Bonnefontaine, quand vous allez là-bas, achetez votre bidon au prix que vous trouvez là-bas. Actuellement, le prix c'est 100 francs par bidon de 25 litres. Même si certains fontainiers font parfois n'importe quoi, mais le prix reconnu c'est 100 francs. On n'a pas encore changé le prix. Et donc, vous achetez. Ne cherchez pas des moyens malhonnêtes pour soutirer de l'eau, parce que là vous gênez l'entreprise, et si l'entreprise est incapable de fonctionner, on va crier: ah non, ce sont les gestionnaires. Mais vous, comment vous avez géré la goutte d'eau que vous avez reçue? Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous avez payé? Donc nous prions à la population de payer régulièrement sa facture et d'éviter des actes qui lui permettent de prendre de l'eau sans pouvoir donner l'occasion à la régie des eaux de venir compter son volume et de facturer bon. Et les fontainiers qui font payer plus, qu'est-ce que vous faites d'eux? Bon, quand on dénonce un fontainier, on les met dehors. Mais dans cette histoire-là, nous ne sommes pas les pouvoirs publics. Nous avons déjà posé le problème à qui des droits pour que les fontainiers qui s'amusent, qui soient mis dehors. Mais le premier justicier dans cette histoire-là, c'est la population elle-même. Moi, directeur de la régie des eaux, je clame à chaque occasion que c'est 100 francs par bidon de 25 litres. Mais maintenant, la maman qui se présente chez un fontainier qui lui demande 300 francs, pourquoi il va le faire? Elle ne peut pas respecter. Moi, c'est moi le premier dirigeant des réseaux, je dis que c'est 100 francs. Et le fontainier vend à 200 francs. Et vous, vous achetez pourquoi? Eh bien, à la population, nous disons d'abord merci pour avoir accompagné tous ces projets. On n'a pas eu de graves incidents autour du projet. C'est pour cela que la majorité, la grande partie de la population s'est appropriée du projet. Et dans un projet, quand la population s'approprie du projet, eh bien,
c'est déjà un facteur de réussite. Et donc nous disons merci. La population a compris pourquoi nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus badiner, c'est pour donner plus d'eau à la population. Mais j'implore encore cette population de respecter les ouvrages publics. Ces ouvrages qu'on fait, ça peut faire même 50 ans. C'est-à-dire que c'est pour nous maintenant, pour nos enfants, les enfants de nos enfants. Ils vont trouver ces installations dans un état impeccable. Dernièrement, nous étions dans une retraite à Kinshasa. Nous avons projeté les images. Eh bien, nous avons réussi à donner de l'envie à ceux qui nous suivaient sur ce qui s'est fait à Mbuji-Mayi. Et c'est très bien. Et il ne faut pas croire que nous sommes éternels ici. Demain, nous prenons notre valise, nous partons. Mais nous serons fiers d'avoir réalisé, pendant que nous sommes ici, que le problème d'eau qui était ici il y a 30 ans est fini cette fois-ci. Fini. Parce que c'est de nouveaux ouvrages. Et il faut glorifier Dieu et dire merci au chef de l'État qui a choisi. Parce qu'en fait, dans beaucoup de villes de la République, le besoin est supérieur à l'offre. N'est-ce pas? C'est ça le problème. C'est-à-dire que nos infrastructures n'ont pas suivi l'évolution démographique. Mais ici à Mbuji-Mayi, on est en train de trouver une solution de recul à ça. Avec des nouveaux équipements, des nouveaux ouvrages pour donner de l'eau. Alors il ne faudrait pas qu'on détruise. C'est pour la communauté. Et donc il ne faudrait pas qu'un individu vienne détruire ce qui appartient à toute la communauté.